caméra de Sorolidi, nous nous introduisons chez vous en ce lundi matin, tout en espérant que vous ayez passé un agréable week-end de concert. Donc moi et bien sûr ma moitié, nous espérons que nous allons commencer ensemble une nouvelle semaine et sous de bons auspices. Bien sûr Alix, bonjour à tous ces amoureux de la télévision. Nous sommes avec vous pour ce lundi encore, une nouvelle semaine qui va démarrer avec un programme bien calibré. On parlera de plusieurs sujets qui vous permettront d'être en harmonie avec vous et surtout avec les autres. Sans plus tarder, on va démarrer avec la couleur de ce temps magnifique que nous avons pu apercevoir dès l'aurore avant de rentrer dans ce studio. Et ensuite, vous aurez le premier point de l'actualité. Et nous, on sera avec vous juste après. À tout de suite. Tout de suite. Bien le bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Alors, au cours de cette matinée, on observera des nuages denses accompagnés de pluies résiduelles au nord et à l'ouest du pays. Au sud, le temps sera généralement nuageux avec des averses de pluie faibles et modérées par endroits, notamment sur le littoral. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Côté variable, le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 22 à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, Guiglo, 22 à Korogomo et Odiene, 24 à San Pedro, Sassandra, 25 à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 à Tchassalé, 23 degrés à Touba et 24 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, on aura des orages et de la pluie au nord et à l'ouest, en milieu ou en fin de période. Dans le sud forestier et sur le littoral, on aura des nuages denses qui occasionneront localement des orages et de la pluie. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Passons aux variables, le mercure affichera 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et à Diaké, 33 à Bondoukou, 35 à Boaké, 35 degrés à Bouna et Bundiali, 35 à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 35 à Korogo, 34 degrés à Mont, 33 à Odiene, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 à Tchassalé, 34 degrés à Touba et 33 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonjour à tous, c'est le Lève-Tôt sur RTI 1 et naturellement c'est l'heure de vous informer. Mercredi dernier, le ministre de la Défense a visité le Salon international de la sécurité et de la défense d'Abidjan. Shield Africa s'est tenu à l'École nationale de police. Il a accueilli environ une centaine d'exposants en provenance d'une vingtaine de pays. La rencontre avait pour objectif de répondre aux défis de défense et de sécurité en Afrique. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Alexis Ouedraogo. Élever le niveau général de sécurité comme condition à la croissance économique dans les pays africains. C'est l'objectif du Salon international Shield Africa. Il présente les dernières évolutions dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la protection civile sous forme de présentation de matériel en stand et par le biais de présentations grandeur nature, démonstrations dynamiques et autres conférences et ateliers. Le Shield Africa est un très grand événement organisé par la Côte d'Ivoire tous les 2 ans, n'est-ce pas, qui met en exergue le savoir-faire des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous, étant en Afrique du Sud, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en Afrique, nous avons voulu, n'est-ce pas, participer, n'est-ce pas, pour mettre en exergue les produits et le savoir-faire. Nous sommes fournisseurs de tous les corps d'armée en Côte d'Ivoire. Nous espérons aujourd'hui développer nos activités en renforçant notre présence. En plus de la fabrication des chaussures que nous faisons localement,
c'est de produire également tous les aliments localement en Côte d'Ivoire. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Chid Africa est le cadre de l'innovation technologique avec en plus des solutions efficientes adaptées aux pays africains. On me parle de 95 exposants et je dois dire que ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Vous avez toutes les gammes donc, de moyens de défense et de sécurité indispensables à une armée moderne, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la protection des frontières, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit au niveau le plus simple. Donc je dois dire que toutes les solutions sont réunies à ce salon. Chid Africa s'adresse principalement aux décideurs des institutions publiques et privées. Il a été créé en 2013 et se tient chaque 2 ans à Abidjan. Autre chose à présent, le centre médical du policier de Yopougon vient de recevoir une dizaine d'appareils de dialyse pour les malades du rein. Un don de la Fondation Salomon Kalou qui vise à améliorer la prise en charge des malades du rein de cet établissement sanitaire. On regarde le reportage de Godefroy au Kambawa. 10 appareils de dialyse et une salle de traitement d'eau d'hémodialyse qui alimente des générateurs. C'est le don fait par la Fondation Salomon Kalou au centre médical du policier de Yopougon. Un geste de solidarité du footballeur international qui vient soulager les patients et améliorer le plateau technique de cet établissement sanitaire. C'est dans des structures privées que nous traitions nos dialysés. Aujourd'hui, nous avons fait appel à la Fondation Kalou qui nous a mis à disposition 10 machines de dialyse qui fonctionnent correctement. C'est un ouf de soulagement pour nos dialysés. Pour le donateur qui n'est pas à son premier geste, il s'agit de donner une seconde chance de vie à ceux qui souffrent des maladies liées aux reins. On a été séduit par le projet de Madame la DG qui se bat beaucoup, qui fait beaucoup de bien à la police nationale. Donc on s'est dit, voilà, quand une maman se bat, c'est à nous les enfants de venir à son secours, de l'aider, de l'épauler. C'est quelque chose de précieux. La santé, ça n'a pas de prix. Donc être là avec les malades, pour moi, c'est les soutenir. Et, voilà, ça me fait énormément plaisir. La Fondation Salomon Kalou entend construire bientôt un centre spécialisé de reins afin de prendre en charge toutes les pathologies liées à cette maladie. Faciliter également l'accès aux soins aux personnes vulnérables. Fin de ce 6h30, l'info revient dans une demi-heure. Tout à fait, et très heureuse de vous retrouver, Mr. Everyday, finalement, et on profite pour souhaiter, en tout cas, de bonnes vacances à Monsieur Régis Kofi, qui démarre ses congés 2021. Et nous, on poursuit maintenant cette émission. Vous le savez, depuis maintenant pas mal de temps, on a ce petit rituel matinal, les lundis, de se retrouver dans une commune du district d'Abidjan. Peut-être les prochaines fois, on sera hors du district et même peut-être hors du pays pour partager quelques routines. Aujourd'hui, c'est la capitale des affaires encore qui nous reçoit pour ce lundi à la rencontre de Dame Ouattara qui a un travail assez spécial mais passionnant. Bien sûr. Donc on regarde. Ça fait 5 ans que je fais ce nettoyage. Je viens très tôt pour faire le nettoyage avant qu'ils arrivent. Je quitte chez moi à 5h30 pour pouvoir vite arriver avant mes patrons. Je viens porter ma tenue du travail pour pouvoir commencer. Je suis la première à venir et faire le nettoyage avant que le patron n'arrive. Oui, je commence à balayer pour enlever la poussière parce que c'est trop poussiéreux.
Après, si j'ai un autre bureau premier à faire. Non, ça ne me fatigue pas. Aujourd'hui est lundi. Il fallait que je puisse venir tôt pour faire le nettoyage parce que le week-end, ça n'a pas été nettoyé. Donc, il fallait que je vienne tôt pour faire le nettoyage. Sinon, ça ne me fatigue pas. Je viens tôt et fais mes travaux. Et après ça, je suis là. J'ai l'habitude de faire ça les 5 jours par semaine. J'ai fini le premier bureau, je m'en vais attaquer le deuxième bureau. Bonjour, monsieur. Voilà, elle est technicienne de surface depuis 5 ans et à travers elle, on salue tous ces techniciens de surface que nous avons dans toutes nos entreprises, bien sûr, même en commençant par la RTI. Eh bien, ce sont des personnes qui sont la tête le matin pour rendre propre où nous allons travailler tout au long de la journée. Généralement, ces personnes reviennent encore à midi. Elle est très passionnée par ce travail, Madame Ouattara, qui prend plaisir et bien sûr à se lever très tôt, dès 5 h du matin. Et elle rend clean tous les bureaux, voilà, qu'elle arpente au quotidien. Allez, on va poursuivre cette émission avec un peu de sport, Alix. On va bouger un peu. Bien sûr, et ce sera l'affaire, hein, comme à l'accoutumée, de la coach Marie-Noël en début de semaine. J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, c'est une séance de fessiers. Prêt? C'est parti. On va faire sortir la jambe. Et on va, là, en mouvement, monter jambe. 1, 2, yeah. 3, 4, le tronc droit qui travaille. Contractez abdominaux toujours pour un meilleur rendement. On va changer de jambe là. Continue. Récupération. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Là, 1, 2. Ouverture. Là. Ouverture. Changer de jambe, mais avant, récupération. Très bien. 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Là, toujours ouverture.
Récupération. Toujours la même jambe, montez là. 1. On revient. Voilà. Avancez, tapez. On va monter là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Go. 1, 2, 3. Continuez, go. Relâchez. Très bien. On va fléchir là. Essayez. On va monter là. 1. Descendez. 2. Descendez. 3. Descendez. 4. On descend. Descendez. 4. Là. 3. Là. 2. 1. Relâchez. Je pense que quand on va voir la coach Marie-Noël, on va bien lui demander tous ces exercices, où est-ce qu'on peut les pratiquer, et comment et tout. Est-ce qu'il faudrait aussi un tapis et tout. Ça, c'est la réalisation qui demande, c'est pas moi. Alors, on va poursuivre cette émission. Tendancieux, ça, cette annonce. Et comment Merci Jacques Bourreau, hein. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Saupoudrer vos esprits de manière sulfureuse. Avec bien sûr de l'actualité, et puis ça sera plus solennel. Donc, nous sommes en compagnie de Mister Renaud, ce sera dans quelques secondes. Eh oui, RK est là. Avec lui, on démarre donc cette revue de presse. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour. Bon matin. On démarre donc avec les démarrages de l'épreuve du BEPC, c'est aujourd'hui même. Oui, ils sont 509 609 candidats à partir à l'assaut du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi 14 juin 2021. Initialement prévu pour se tenir jusqu'au vendredi 18 juin. Finalement, les épreuves prendront fin le mercredi 16 juin 2021 selon la direction des examens et concours de Côte d'Ivoire DECO, et les résultats du BEPC sont attendus pour le 6 juillet 2021. Et avant les résultats du BEPC, d'autres résultats donc sont déjà connus, les résultats des législatives partielles depuis hier. Oui, après le vote du samedi 12 juin, les résultats sont connus depuis hier dimanche, comme l'avait dit, et ainsi, selon la commission électorale indépendante, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix arrive en tête de ce scrutin avec 3 candidats déclarés vainqueurs dans leur circonscription électorale, et l'alliance FPI, PDCI, EDS remporte un siège, pareil pour le PDCI, et un indépendant qui enlève respectivement aussi un siège. Et un mot de transport, les usagers donc, de ce secteur-là peuvent pousser un ouf de soulagement car le mot d'ordre de grève des stations-service a été suspendu. Oui, c'est le cas de le dire, et cette nouvelle rassurante est tombée après la rencontre des organisations que l'organisation des gérants de stations-service de Côte d'Ivoire, OGSCI, a eu avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Thomas Camara, le vendredi 11 juin 2021. Et il faut savoir que l'OGSCI avait annoncé dans un communiqué largement diffusé dans la presse, une grève à compter de ce lundi 14 au mercredi 16 juin 2021. Et cet arrêt de travail, s'il s'était tenu, aurait provoqué la fermeture des stations-service et une pénurie de carburant. Et parlons à présent du paiement des primes Covid-19. Plusieurs faux agents ont été démasqués. Oui, ils sont plus de 5000 faux agents à figurer sur les listes des syndicats des agents de santé remises au ministère pour le paiement des arriérés de primes de Covid-19. La supercherie a été découverte au moment de la consolidation des listes le vendredi dernier. Ainsi, de 16 416 personnes qui figuraient sur ces listes préalablement. Après vérification, il n'y a que 11 000 vrais agents de santé. Et cette situation, selon Soir Info, rend impossible le démarrage du paiement des primes Covid-19 qui était prévu pour démarrer ce lundi 14 juin 2021.
Et cette nouvelle déchirante pour les fidèles musulmans, c'est l'annulation du Hajj 2021 pour tous les pays du monde entier. Oui, à l'instar de tous les autres candidats au pèlerinage à la Mecque, ceux du contingent ivoirien ne participeront pas aussi à l'édition 2021 du Hajj. La raison, le ministère saoudien a décidé de limiter la participation cette année aux seuls résidents de l'Arabie saoudite en raison du Covid-19, dont de nouveaux variants sont apparus à travers le monde. Et selon El Hadj Messamba Bamba, directeur général des cultes qu'on voit ici à l'écran, tous les candidats inscrits en 2020 restent prioritaires pour le prochain Hajj selon les conditions qui seront fixées par les autorités saoudiennes. Et restons avec la communauté musulmane. Le nouveau guide suprême de la dite communauté a été investi samedi dernier. Oui, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de guide suprême de la communauté musulmane et président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. C'était le samedi dernier. Et à cette occasion, il a indiqué que son institution prendra toute sa part dans la construction de la nouvelle société ivoirienne. Direction le nord de notre pays où malheureusement des éléments des FDS ont été victimes d'une explosion. Oui, un engin explosif improvisé a explosé dans la nuit de ce samedi soir, faisant 3 morts et 3 blessés dans les rangs de l'armée ivoirienne sur l'axe Teini, Zepo, Togolokaé. Et selon l'état-major général des armées, l'engin a explosé au passage d'un véhicule de l'armée transportant des militaires et gendarmes de retour d'une patrouille. Parmi les morts se trouvent 2 militaires et 1 gendarme, quand les 3 blessés sont constitués d'1 militaire et 2 gendarmes, selon la même source. Et on change de sujet, on parle maintenant de la presse ivoirienne. Le quotidien Le Temps a été suspendu par l'autorité nationale de la presse. Oui, le confrère est suspendu pour 3 parutions depuis le samedi 12 et ce jusqu'à demain mardi 15 juin. Le régulateur a pris cette décision suite à la publication le 4 juin par Le Temps d'un article présentant un sondage réalisé il y a 2 ans comme un fait d'actualité. Selon l'autorité nationale de la presse, malgré l'ancienneté de ce sondage, le quotidien s'est abstenu d'indiquer à ses lecteurs les précisions apportées par sa source, le faisant passer pour une réalisation récente. Et l'auteur de l'article a été également suspendu d'écriture pour une période de 15 jours avec retrait de sa carte d'identité de journaliste. Et pour terminer, en sport, football, match amical entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les 2 équipes se sont mesurées et neutralisées. Oui, 0-0, c'est le score du match entre les éléphants et les Black Stars qui s'est joué ce samedi à Cape Coast au Ghana. Une belle performance pour les Ivoiriens qui avaient battu le Burkina Faso, on se le rappelle, le samedi 5 juin sur le score de 2-1. Et avec ces résultats, les Ivoiriens terminent la trêve internationale sur une note satisfaisante et confirment les belles promesses de ces derniers mois, ce qui, selon Supersport, est de bon augure avant de débuter les éliminatoires du Mondial 2022 en septembre prochain contre le Mozambique et le Cameroun. C'est pas mal, mais dommage pour les pronostics très épicés qu'on avait proposés. Bon, le football, c'est la réalité des 90 minutes. Et voilà, on peut y aller de tous les pronostics qu'on veut, mais la réalité, c'est pas sur le terrain. Bien sûr. Et ça c'est ce qu'on a vu. Merci beaucoup à Renaud. Merci, Joël. Et puis, on se retrouve tranquillement demain pour encore feuilleter les pages de l'actualité. Allez, nous, on va retourner avec nos équipes qui nous attendent, bien sûr, pour ce que nous allons proposer encore. Matin Bonheur vous réveille, toujours proximité avec les populations. Toujours les premiers arrivés et les derniers à quitter le bureau. Maïkoné fait partie de cette catégorie de personnes qui travaillent comme assistantes de direction. Organisation, planification, on regarde. Assistante administrative dans une structure de la place. Je viens tôt le matin, avant tout le monde, pour pouvoir coordonner les dossiers
lire les mails professionnels et classer les dossiers, déposer sur le bureau du patron avant qu'il n'arrive. Je dois coordonner les rendez-vous du patron aussi avant qu'il n'arrive. Voilà, c'est un peu ça. Il faut être tôt au travail, il faut venir avant tout le monde. Et avec le boulot, on est obligé d'aller après tout le monde. Bon, là, c'est le registre des courriers. Je vais enregistrer les courriers arrivés à la veille et déposer sur le bureau du patron. Donc, après avoir enregistré le courrier, je vais la déposer sur le bureau du patron pour qu'il puisse les traiter à son arrivée. Bon, après ça, je peux me permettre un petit café juste avant que les collègues ne viennent. Et voilà, à l'instar donc de Dame Ouattara, dans le premier matin Bonheur vous réveille. Là, on était avec Madame Maï Konaté pour son démarrage de journée. On aimerait pouvoir leur souhaiter un bon début de journée et puis une belle journée de travail à elle et à toutes les personnes qui vont commencer ce lundi-là pour aller au travail. Nous sommes donc au boulot, vous le constatez, et c'est toujours avec un grand plaisir que nous partageons encore quelques informations avec vous en ce lundi 14 juin 2021. Et oui, lundi 14 juin. Donc, nous célébrons pour les noms calendaires, eh bien, toutes les personnes qui se prénomment Élysée. On a des Élysée femmes, on a des Élysée hommes. Donc, voilà, bonne fête à vous. C'est votre fête aujourd'hui. Et pour les prénoms africains, on part juste à côté au Libéria. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Akila, voilà, merci pour la carte du Libéria donc. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Fortunate. Fortunate. Ouais. Ah oui, ça donne tout de suite à l'idée, hein, notre cher doyen cinéaste de Côte d'Ivoire, Monsieur Fortuné. Et voilà, on lui fait un coucou au passage, mon père. Journée mondiale du donneur de sang. Vous comprendrez ce rouge sang et ce rouge bordeaux pour rester en unicité de pensée. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année. L'objectif est de faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion et de sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles au système de santé nationaux quand on sait que le sang ne se produit pas. Bien sûr. Donc, il faudrait à travers aussi cette journée inciter tout un chacun à aller donner son sang. On en voit très souvent avec des organisations, avec des ONG et tout. Et c'est un acte très important. Alors, rapidement, avant de passer aux 7 heures, le proverbe donc, l'homme pauvre n'est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l'âme est vide de désir. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Dans quelques secondes, le 7 heures donc, et puis nous aurons la deuxième partie de Matin Bonheur. Allez, à tout de suite.
Bonjour à nouveau et merci de nous prendre en marche sur RTI. En place à présent l'actualité internationale. 2 soldats maliens ont été tués samedi soir dans le nord du pays lors d'une attaque imputée à des djihadistes et 8 casques bleus ont été blessés dimanche dans l'explosion d'une mine dans le centre du pays. Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des djihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils. En Algérie, le principal parti islamiste en lice, le mouvement de la Société pour la paix, le MSP, a revendiqué dimanche la victoire au lendemain des élections législatives anticipées dans le pays. Un pays toujours dans l'attente de la publication des premiers résultats. Ces législatives ont été marquées par un très fort taux d'abstention, nouveau signe de désintérêt de la population, après le boycott du scrutin par le mouvement contestataire de Hirak et une partie de l'opposition. Dans un communiqué cité dimanche soir par plusieurs médias, l'autorité nationale indépendante des élections a refuté les déclarations infondées du MSP, sans nommer le parti islamiste. Toujours en Algérie, les autorités annoncent avoir retiré son accréditation à la chaîne France 24. Elles affirment que ce retrait est motivé par le non-respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation, ainsi qu'une agressivité avérée à l'égard de l'Algérie. De son côté, France Média Monde, la maison mère de France 24 et RFI s'étonnent de cette décision. Elle s'étonne de n'avoir pas arrêté, sinon de n'avoir pas reçu d'explication et rappelle que sa couverture de l'actualité algérienne se fait dans la transparence, l'indépendance et l'honnêteté, comme c'est le cas partout dans le monde. Présidentielle au Pérou, la candidate de la droite populiste donnée battue lors de la présidentielle le dimanche dernier a réitéré ses accusations de fraude. Keiko Fujimori a mobilisé ses partisans alors que les autorités continuent l'examen d'une dizaine de milliers de bulletins de vote contestés. Au siège du jury national électoral, l'organe chargé de contrôler le scrutin, sont également mobilisés des centaines de partisans de son adversaire Pedro Castillo depuis mercredi dernier. Les deux candidats ne sont séparés que de 51 000 voix, selon un dernier décompte à l'avantage de Pedro Castillo. Du sport, du football, l'affiche Danemark-Finlande a failli virer au drame. Loin du ballon et de tout adversaire, Christian Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés avant de subir un massage cardiaque. Et les minutes ont semblé bien longues avant qu'on apprenne qu'il avait repris connaissance et se trouvait dans un état stable. Rassurés sur l'état de santé de leurs coéquipiers à qui ils ont pu parler, les joueurs danois ont repris le match après près de 2 heures d'interruption. Un match qu'ils ont d'ailleurs perdu sur le score d'1-0. L'escalade sportive sera finalement présente aux Jeux Olympiques d'été en Tokyo en tant que sport additionnel pour cette édition des Jeux Olympiques reportée du 23 juillet au 8 août 2021 en raison de la pandémie de la maladie à Covid-19. 4 autres disciplines feront leur apparition. Il s'agit du surf, le karaté, le skateboard et le softball. Et on termine avec les effets spéciaux parfois éclipsés par le trucage numérique. Latex et silicone continuent de faire des merveilles pour les effets spéciaux de cinéma, à l'image de criquets carnivores plus vrais que de nature, créés pour l'ambitieux film fantastique français La Nuée. D'avis d'experts, les effets spéciaux traditionnels et numériques doivent dialoguer dans les films, la priorité restant aux premiers qui coûtent moins cher et qui sont plus efficaces. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Que le cinéma est très technologique maintenant, mais reste aussi très artisanal. Et j'en veux pour preuve, quand on arrive sur un plateau, même sur des très grosses productions, avec des effets pratiques réalisés de façon artisanale, la réaction même d'équipes qui ont travaillé sur les plus gros films, tout le monde est toujours émerveillé. Quand on fait des opérations à cœur ouvert, on discute avec des chirurgiens cardiaques. Si je fais des fausses femmes enceintes, je discute avec des gynécologues ou je sais pas, des sages-femmes, etc. Ou des médecins légistes dans d'autres situations. Et là, on a beaucoup appris sur l'anatomie des criquets. J'ai fait des mutants aquatiques, j'ai fait des vampires, des zombies, j'ai fait plein de choses. J'ai jamais fait de loup-garou et j'adorerais travailler sur un film de loup-garou. J'adore les effets numériques, mais j'ai toujours très déçu par les loups-garous numériques qui bondissent au plafond et qui courent dans tous les sens. Voilà.
Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. On se retrouve demain. Tout à fait, et ce n'est pas de la fiction, hein, c'est bien une émission en direct tous les matins chez vous à partir de 6h25. Là, on va marquer une petite pause et juste derrière, on prendra la route avec M. Paul Anouri. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Deuxième heure de Matin Bonheur, donc à vous proposer, Alex l'a dit, on va prendre la route et sur cette route, nous allons évoquer bien sûr les risques professionnels. On va parler un peu de tout ce que nous avons l'habitude de voir. Je sais que vous en voyez bien tous les jours, mais peut-être que vous ne savez pas. Vous aurez toutes les informations avec notre maître écout Paul Arnaud, il est conseiller juridique. Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer des dommages à des propriétés publiques ou même privées. C'est juste après ce jingle. Et après l'introduction de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, en son article 7, et pour poursuivre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou abandonnant sur la route des objets ou des matières ou en créer quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route qui n'ont pas pu ainsi éviter de créer un obstacle ou un danger doivent prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître le plus tôt possible et s'ils ne peuvent pas le faire disparaître immédiatement pour le signaler aux autres usagers sur la route. Voilà qui est complet. Maintenant, on rentre encore bien sûr couché sur le lit de cet article-là dans notre sujet. Bonjour Monsieur Paul Arnaud. Bonjour Alice. Bonjour, bienvenue donc, maître. Alors, on l'a dit aujourd'hui, la gestion du risque routier professionnel donc, que nous allons évoquer. Qu'est-ce qu'un risque routier, maître? Vous avez rappelé tout à l'heure en lisant la Convention de Vienne, c'est tous les comportements qui sont susceptibles de causer un accident routier. Donc, le risque routier va être, chaque fois que vous allez vous rendre compte que sur la route, il y a un facteur de risque qui va être susceptible de provoquer un accident de la route. Donc, c'est simplement cette définition qui est donnée. Et pour le milieu professionnel, comme on le dit, on va essayer de faire en sorte que, comme l'entreprise a tendance à gérer les risques, qu'ils prennent en compte cette gestion du risque routier dans sa sphère d'activité professionnelle. Et justement, à quel moment on mesure ou on qualifie même ce risque-là de professionnel? On va parler des risques routiers professionnels chaque fois que le risque d'accident routier va être lié à l'exercice d'un métier, d'une profession. La différence, c'est que quand on prend son véhicule, on le prend soit pour des déplacements personnels, on parlera des accidents de la vie, des accidents ordinaires, et on va prendre, dans la plupart du temps, on va prendre la voiture pour aller répondre à des besoins professionnels. Tout à fait. La grande majorité de nos déplacements sont liés à des déplacements pour des besoins professionnels. Chaque fois que l'accident routier va être lié à ce besoin professionnel, on va parler des risques routiers professionnels. Donc, ce sera le cas des accidents de trajet, des accidents de mission. Bien sûr. Eh bien, vous aurez, on l'a dit, tous les éléments donc pour mieux comprendre le risque professionnel. Et Alex, surtout quand on regarde aussi sur nos routes, on a des entreprises de livraison et aussi, on a tellement d'accidents que nous avons. On va essayer encore de comprendre. Vous avez cité à l'entame, bien sûr, de ces échanges, des facteurs, bien sûr, de risque routier. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, en fait, les facteurs de risque routier sont les mêmes que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la vie personnelle. On va avoir généralement les facteurs liés au conducteur lui-même. On dit très souvent que les comportements du conducteur représentent plus de 90% des accidents de la route. Donc, on va avoir le facteur lié au conducteur, son comportement à risque, la vitesse, l'alcool au volant, conduire en état de fatigue. Mais on va avoir des facteurs liés à l'état du véhicule.
et à l'état des infrastructures routières, les feux qui ne marchent pas, la signalisation qui n'est pas adaptée. Mais dans le risque routier professionnel, on va avoir encore un facteur supplémentaire. La façon dont on organise les déplacements dans l'entreprise va contribuer à stresser le conducteur ou à fragiliser son esprit en état de conduite. Donc on va ajouter au facteur de risque routier l'organisation des déplacements, l'environnement même de l'entreprise comme facteur de risque aussi. Oui. Vous l'avez indiqué, hein, la pratique, sinon l'utilisation même du véhicule dans la majeure partie du temps ou des cas, ce n'est pas pour des villégiatures, c'est plus dans le cadre professionnel. Comment est-ce que l'environnement professionnel influence-t-il la conduite automobile? La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on a conscience que l'environnement professionnel influence la conduite automobile? Par exemple, quand on prend un chauffeur taxi, il vous dira qu'il conduit ainsi parce qu'il doit faire sa recette. Donc, implicitement, c'est parce qu'il a besoin de répondre à un besoin professionnel qu'il conduit ainsi. Donc, on va se rendre compte que beaucoup de contraintes de l'environnement professionnel vont aggraver le facteur d'accident. On va conduire plus vite parce qu'on veut arriver à l'heure au travail, à l'heure en émission. On va conduire plus vite parce qu'on est un commercial à qui on a mis à disposition une voiture qui doit obtenir des résultats. Donc, l'un dans l'autre, on va se rendre compte que la façon de travailler ou les performances que l'entreprise va exiger de son travailleur va augmenter le facteur de risque. Donc, l'entreprise devient en tout cas un facteur de risque. Enfin, l'organisation de déplacement de l'entreprise devient un facteur de risque. Et c'est ces facteurs de risque-là que l'entreprise essaie de prendre en compte par un système de management de la sécurité routière. Bien sûr, on va aller encore dans les détails. Quelqu'un qui est très pressé, qui va au travail et tout, vous parlez d'environnement professionnel. Tout à fait. Quelqu'un peut-être en train de nous regarder et peut dire « Ah, moi, je n'ai pas le choix. Quand je suis au volant, je suis obligé d'aller comme ça avec même les feux, la détresse et tout, parce qu'il faut que j'arrive, sinon j'aurai des problèmes. » Comment manager au mieux pour qu'on ne puisse pas arriver à ce genre de situation? Individuellement, le conducteur, il va avoir tendance à répondre aux besoins professionnels. Oui. Donc, pour ce management-là, il faut que le préposé soit en relation directe avec son organisation, son entreprise. Oui. Parce que lui, il a le désir d'obtenir ses résultats, d'être performant, mais derrière, il faudrait qu'on encadre son organisation professionnelle. Donc, la première responsabilité incombe à celui qui met à disposition la voiture, à celui qui organise le déplacement. Le commercial, par exemple, va dire « j'ai pas le choix, je dois prendre un coup de fil au téléphone ». Le médecin va dire « j'ai pas le choix, je dois prendre un coup de fil au téléphone ». Bien évidemment, on ne va pas vous dire que parce que vous conduisez, vous devez faire fi de vos obligations professionnelles. Mais je vais dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que le risque routier, il existe et commencer à respecter le code de la route. Donc, malheureusement, il faut organiser son trajet. Si je suis en retard, que je n'ai pas le choix, j'accuse de retard, soit j'organise plutôt mon déplacement, je vais plutôt pour éviter d'être en retard, mais si je suis en retard, j'accuse de retard parce que le risque routier, la conséquence va être plus dramatique que le résultat que vous allez atteindre. Justement, au niveau organisationnel et managérial, vous avez parlé de performance, de résultats, mais il y a aussi la réalité. Est-ce que ce trinôme-là est vraiment intégré dans la gestion globale des risques routiers et même professionnels? La gestion des risques routiers va dépendre de l'entreprise en question. Mais bien évidemment, la triptyque que vous avez citée fait partie de cette gestion des risques managériels, de la sécurité routière. Parce que l'idée, c'est qu'on doit à la fois atteindre les performances de l'entreprise et contribuer à sauver des vies sur la route. Donc, quand l'employeur met en place un système de gestion du risque routier, il tient compte évidemment de la performance de l'entreprise, mais va tenir compte des obligations qui sont mises à sa charge par le code de la route. Est-ce qu'il tient compte aussi des embouteillages, des bouchons, tout ça? Dans l'organisation normale d'un système de sécurité routière en entreprise, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, il faut réorganiser les horaires de déplacement, il faut réorganiser les trajets en fonction de ces éléments-là. Il faut en tenir compte parce que c'est un facteur qui ne passe pas inaperçu. Donc l'employeur ne peut pas prétendre ne pas être au courant qu'il va y avoir des embouteillages à terre. On connaît les heures d'embouteillage quasiment, les heures de descente, les heures de montée au travail. Donc l'entreprise, l'employeur doit en tenir compte et peut en tenir compte. Et ça fait partie même des obligations qu'on lui donne lorsqu'il met en place un système de gestion de la sécurité routière. On va demander à ce que l'employeur puisse réorganiser les déplacements en tenant compte des embouteillages. Alors, on va rester bien sûr dans cette contrainte parce que c'est évident. Réel, hein? Voilà, c'est évident, c'est réel et ça est sur nos routes tout le temps. Souvent, nous aussi, on est contraints à avoir peut-être ce genre d'attitude aussi. Alors, dites-nous, est-ce qu'il ne faudrait pas une souplesse peut-être de la part de l'entreprise ou même des autorités aussi? Et puis s'il y a un accident, par exemple, qui arrive, il y a ce danger-là qu'on veut éviter qui arrive. Comment il doit se comporter peut-être le travailleur s'il n'est pas mort, bien sûr? S'il n'est pas mort, espérons qu'il ne meurt pas. Oui. C'est-à-dire que l'accident de travail, qui va être à la fois l'accident de trajet et l'accident de mission, comme on le dira, doit être
quasiment à la charge de l'employeur. L'accident de trajet qui est le plus courant, le plus connu, va être même géré par ce qui va être mis en place par notre code de prévoyance sociale, avec l'obligation pour l'employeur de déclarer l'accident de travail et déclencher automatiquement la prise en charge de cet accident-là, de la victime qui n'est pas morte, comme vous le dites, par la sécurité sociale qui est mise en place pour cela. Mais l'employeur a aussi une obligation d'assurance. Très souvent, ils vont ajouter pour certaines entreprises sont suffisamment structurées, ils vont ajouter à tout ce qui est prévention de sécurité sociale, ils vont ajouter ce qui va être assurance individuelle accident pour permettre de prendre en charge rapidement la victime. Mais la première obligation, lorsque l'accident se produit, l'employeur prend ses responsabilités, il prend en charge la victime et puis bien évidemment, il fait les déclarations pour que les processus d'indemnisation se mettent en jeu. C'est très important. Et là, on parlait du type d'employeurs qui fournissent des véhicules à leurs employés. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. On espère atteindre ça un jour. Mais pour les employés, par exemple, qui viennent avec eux-mêmes leur propre véhicule, leur propre moyen de déplacement, qu'en est-il finalement par cette protection ou par cette gestion-là, s'il y a un incident? Le risque routier, il est quasiment pareil, que ce soit avec votre véhicule personnel ou avec le véhicule d'entreprise. L'employeur a la même obligation. Il a la même obligation. Il faut s'assurer que ce risque-là, comme on dit, c'est un risque routier professionnel, il faut s'assurer que le risque d'accident va être lié à l'exercice de ce métier-là. Si vous prenez votre voiture personnelle pour aller directement à votre travail, l'accident qui va se produire est un accident de trajet. Donc, bien évidemment, il est pris en charge par le système de gestion du risque professionnel. Ah bon? Évidemment, c'est votre voiture personnelle. Même quand vous n'avez pas de voiture, que vous prenez le taxi pour aller au travail. Il faut réveiller le dossier. Là. Quand vous prenez votre taxi pour aller au travail, quand vous vous déplacez du domicile au travail et du travail au domicile, l'accident se produit est un accident de trajet. Il est pris en charge dans le système de gestion du risque routier. Il a la charge de l'employeur qui vous prend en charge. Mais il faut faire la distinction. Quand vous prenez votre voiture et qu'avant d'aller au travail, vous allez faire des petits détours qui ne sont pas liés à des contraintes professionnelles, bien évidemment, vous vous engagez. Je disais qu'il faut faire la distinction entre le déplacement qu'on le fait à titre professionnel et le déplacement qu'on le fait à titre personnel. Le risque routier professionnel n'engage l'employeur que lorsque l'accident ou le risque de l'accident va être lié à l'exercice du métier. Donc, vous prenez votre voiture, même vous prenez le bus, chaque fois que vous vous déplacez et que vous utilisez les infrastructures routières, les véhicules pour exercer ou bien pour accomplir une tâche liée à votre activité professionnelle, le risque routier professionnel est mis en route, il est mis en jeu. Et donc, l'employeur va être responsable. Alors, merci déjà pour tous ces exemples qui vont éclairer, bien sûr, nos téléspectateurs. Alors, je vous donne une anecdote, un fait. Voilà, vous avez parlé de prendre un transport en commun pour aller. Quelqu'un qui prend un taxi et qui a un accident en route, qui déclare cela, cet accident de trajet et tout. Et lorsque l'employeur ne réagit pas, qu'est-ce que moi je fais? Je veux comprendre par lorsque l'employeur ne réagit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas informé ou il est informé. Aucune action. Voilà, je me suis soigné moi-même. Voilà. Je suis resté à la maison 1-2 jours. Bon, c'est pas moi, mais je donne l'exemple de la personne. Voilà, je reste à la maison et patati et patata. Et l'employeur ne fait rien. Je me soigne moi-même. Je prends 2-3 jours avec le médecin et tout qui me donne un repos. Et quand je finis, je reviens au travail tranquillement, comme si de rien n'était. Lorsque l'accident lié au risque routier va se réaliser, l'employeur doit pouvoir déclencher le mécanisme de sécurité sociale qui est mis en place. Donc, la première obligation derrière, pour que l'employeur ne fasse rien, c'est qu'il vous a régulièrement déclaré à la CNPS pour que lorsque l'accident de travail va se produire, vous soyez pris en charge. D'accord? Donc, s'il l'a fait, c'est-à-dire s'il a déclaré régulièrement son employé ou bien son préposé comme il le faut, et que l'accident s'est produit, la deuxième obligation qui lui incombe, c'est de déclarer l'accident dans les délais qui lui ont été impartis. C'est moins de 5 jours qui doivent être déclarés dans les délais impartis. S'il n'a pas exécuté ces deux obligations-là, il a l'entière responsabilité de vous indemniser. Donc, vous avez pris en charge personnellement vos frais d'hospitalisation, vos frais de médication, vos frais de remise en forme pour pouvoir reprendre avec vos fonctions. Vous êtes en droit de demander à votre employeur de vous rembourser ce que vous avez perdu, de pas sa faute, parce que, comme je l'ai dit, le risque routier professionnel, il a la charge de l'employeur. Donc, vous avez engagé des frais personnels, vous arrivez, vous faites la preuve des frais personnels engagés dans le cadre de cet accident routier lié au risque professionnel. L'employeur est tenu de vous rembourser les frais. On va prendre un autre cas pratique en restant sur le même modèle calqué que vient de donner ici Thierry. Par exemple, là, c'était dans le cadre d'un transport routier commun.
Et si c'est pour un véhicule personnel et que c'est avéré que l'accident s'est produit sur le trajet du travail et que l'employé est dans son bon droit, là encore, l'employeur intervient. Et qu'en est-il des assurances personnelles finalement? L'assurance personnelle que vous allez prendre avec l'assurance du risque automobile, qui va être liée à, très souvent, on va prendre beaucoup plus l'accident de la responsabilité civile. Il faut comprendre que l'assurance de la responsabilité civile va couvrir les dommages que vous allez faire subir aux autres. Très souvent, il ne prend pas en compte le conducteur lui-même. C'est l'individuel accident qui va prendre en compte le conducteur lui-même. Et c'est cet individuel accident-là qu'on met à la charge de l'employeur lorsque le risque routier est mis en jeu. Donc, si vous avez vos assurances, que vous avez l'assurance individuelle accident et que vous estimez que votre assurance individuelle accident vous offre plus d'opportunités, enfin plus de profits, plus de facultés d'être mieux indemnisé que l'assurance, enfin la prévoyance sociale mise en place ou par le mécanisme mis en place par l'employeur, vous allez prendre votre assurance. Bien évidemment, lorsque vous allez être en mission, parce que c'est votre employeur qui le demande, le coût de l'accident lié à ça, il va être à la charge de l'employeur. Si vous prenez votre voiture personnelle, et souvent on oublie souvent, quand on prend sa voiture personnelle pour aller au travail régulièrement, il faut arriver à faire en sorte que l'employeur reconnaisse que la voiture personnelle, vous l'utilisez en partie pour les besoins professionnels. Et comment faire la preuve? La loi impose à l'employeur d'assurer la prime de transport de son travailleur. Ça, c'est pour le cas des salariats, du travailleur privé. La loi vous impose, le montant minimal est de 30 000 francs par personne. Si vous estimez que vous pouvez vous déplacer avec votre voiture personnelle, que vous arrivez à faire comprendre à votre entreprise ou à votre employeur qu'il est plus intéressant pour vous et pour l'entreprise de tenir compte de ça, vous allez pouvoir mettre en place un contrat de mise à disposition de votre véhicule personnel pour que l'employeur prenne en charge certains frais. Les frais liés à l'assurance, les frais liés au péage, les frais liés à... parfois même les frais liés au carburant. Et donc, bien évidemment, les frais liés au risque routier, l'entreprise va mettre en place dans son organisation comptable ou dans son organisation financière comment contribuer à ces frais-là. Il y aura beaucoup de réorganisations dans les entreprises à partir d'aujourd'hui. C'est là notre but. Oui, parce que c'est beaucoup de détails qui ne sont pas forcément respectés dans les entreprises. Mais enfin, bref, merci pour tout ce que vous êtes en train de nous dire là. On va poursuivre encore avec les cas pratiques. On a ces entreprises de livraison qui sont à profusion, bien sûr, dans notre pays. C'est un business qui marche en ce moment. On a ces conducteurs de moto qui font des accidents tout le temps. On en voit pratiquement sur toutes nos routes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi qui suis propriétaire de cette petite boîte de livraison et tout, qu'est-ce que je fais pour mon employeur, même s'il a eu une mauvaise conduite et tout, voilà, un accident est arrivé, qu'est-ce que je fais? La question c'est... Est-ce que c'est le même système, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, tout est pris en charge par l'employeur qui doit forcément déclarer son employé à la CNP? Quand vous parlez d'une entreprise de livraison, on a vu ça, on a vu plusieurs thématiques là-dessus, avec surtout la polémique liée à la RTCI. On a vu que l'entreprise de livraison fait partie de l'entreprise de transport routier, qui, comme je l'ai rappelé la dernière fois, doit être organisée sous forme de société. Bon, on dit entreprise, mais voilà. Souvent dans les faits, ce n'est pas constitué quand j'exerce à titre personnel, vous dites une entreprise de livraison, quand ma propre moto, que je suis un artisan, que j'exerce à titre personnel, je prends moi-même ma responsabilité. Je mets en place les modalités pour gérer mon risque routier. Je m'assure, comme Alice l'a rappelé personnellement, des risques que je vais engager. Mais quand je suis sur la route du fait d'un employeur, du fait d'un patron, je dis un employeur, ce n'est pas forcément une entreprise avec le cas de la CNP, ce qu'on a vu. Même un fonctionnaire qui est sur la route du fait de l'État, l'État a cette obligation d'assurer la sécurité de ce travailleur, de ce fonctionnaire. Le risque routier, la gestion du risque routier prend son fondement dans l'obligation qui est faite à l'employeur ou au patron, qu'il soit dans une entreprise privée, une administration publique, d'assurer la sécurité de la personne qu'il met en mission. C'est de là-bas qu'il prend sa source, c'est là-bas qu'il prend ses origines. On dit que c'est à cause de vous qu'il est sur la voie publique. C'est à vous de prendre en charge le risque routier professionnel qu'il va rencontrer, qu'il va subir. Donc, quand j'ai mon entreprise de livraison et que je mets en place le système de gestion de l'entreprise du risque routier tel que prévu par la législation avec les règles de prévoyance sociale, bien évidemment, je n'ai pas de choix. Lorsque l'accident se produit, c'est un travailleur, c'est un salarié, ça se déclenche automatiquement. Si je ne le fais pas, j'assume entièrement la responsabilité.
En tout cas, là, on a plusieurs données pour pouvoir mieux traiter ces risques routiers professionnels là, avec ces différents cas. Qu'en est-il maintenant des risques routiers, peut-être individuels ou personnels? Je peux vous donner un cas en m'asseyant bien sûr sur l'article. On a parlé de déposer des déchets, des objets, ce genre de choses. Par exemple, on voit encore hélas des personnes dans leur véhicule balancer quelques objets. Ça peut obstruer même la vue d'un autre conducteur. Quand dans ce cas-là, il y a un incident, comment est réglé le litige ou l'incident? Vous l'avez dit que l'accident routier, peut-être que même si je suis dans le cas d'un véhicule de service... Et il y a un véhicule devant qui me balance un sachet plastique, par exemple, noir. Ça vient sur le pare-brise, je n'arrive plus trop à... Il est clair que c'est le véhicule, enfin l'usager devant vous qui a provoqué l'accident. Les règles de constat vont se faire normalement. Non, il dira encore que le vent aurait pu emmener ça dans une autre direction. Il y a plusieurs... C'est-à-dire que dans l'anecdote que vous donnez, il y a deux cas. Le fait même qu'il jette des détritus ou bien il jette quelque chose sur la route, vous l'avez lu dans la législation, il est condamné pour ces faits. Qu'il y ait accident ou pas, il est interdit. Pour les raisons de civisme routier, pour des raisons de protection de l'environnement, il y a plein de dispositions législatives et réglementées là-dessus qui interdit de jeter un bout de mouchoir, de cracher même pas de la voiture. Oui. C'est puni pour ça en tant que tel. Et comme il commet une faute, si ce comportement est à la base de l'accident, il est pleinement responsable. C'est à ça que c'est le constat. C'est-à-dire qu'on va établir qui est pleinement responsable. C'est à lui. Voilà. L'exemple devient intéressant. Ah non, l'exemple devient intéressant si moi j'ai identifié le véhicule. Si le véhicule, si l'auteur, c'est l'usager dans le véhicule, j'ai identifié c'est une voiture professionnelle, c'est en ce moment-là que je vais engager la responsabilité de mon employeur. D'accord? Voici la nuance, c'est-à-dire que si c'est une voiture personnelle, mais si c'est un taxi-compteur et que j'ai vu que c'est un taxi-compteur, j'ai pu identifier, il est parti, mais j'ai pu identifier quelques éléments qui me permettent de l'identifier après, afin de le reconnaître. J'ai pu avoir sa plaque d'immatriculation. Et que quand je vais porter plainte, que je me rends compte que le conducteur, il a agi, mais en agissant, il était couvert par la responsabilité de son employeur. Moi, en tant que victime, je vais actionner cette responsabilité-là. Parce que le code de la route est précis. C'est-à-dire que le conducteur va être pénalement responsable de ses infractions personnelles, mais l'employeur, le préposé, va être responsable des sanctions pécuniaires. Donc, je vais engager, et j'ai plus intérêt à poursuivre l'entreprise à me faire indemniser que de poursuivre un conducteur qui peut-être n'a pas le moyen. C'est la raison pour laquelle, dans la gestion des risques routiers, il faut mettre l'accent sur la communication. Parce qu'il faut arriver à faire comprendre au conducteur qu'il engage autant la responsabilité de l'entreprise que sa propre responsabilité. Déjà un risque de réputation, donc un risque de réputation et puis un risque financier qui va s'en suivre. Donc l'objectif, c'est d'identifier s'il commet une infraction personnelle et qu'il est à la base de l'accident, que vous l'avez identifié, vous engagez l'action pénale d'abord pour la faute qu'il fait, et comme la faute est à la base de votre accident, vous engagez sa responsabilité civile. En tout cas, si j'ai eu le temps de voir. De l'identifier, ça va donner l'idée à créer beaucoup de gadgets, hein, peut-être si des caméras à 360. Vous l'avez vu jeter une infrastructure, enfin un objet de par la vitre, c'est que vous avez le temps d'identifier. On comprend que c'est... Identifier l'automobiliste, ce n'est pas identifier le conducteur, identifier l'automobiliste. Vous devez savoir quel type de voiture est devant vous, quelle est la plaque. On ne voit pas le conducteur. Et comme je l'ai dit, dans le code de la route, on identifie l'automobiliste, c'est-à-dire l'homme et son véhicule. Finalement, on va créer des caméras de surveillance pour les automobilistes. Déjà, on a des milliers. On a les caméras de recul et tout ça. Dites-nous, avant de terminer, il nous reste juste quelques minutes. Comment mieux prévenir et gérer le risque routier? On ne voudrait pas qu'il y ait un danger pour qu'on puisse savoir quelles sont les responsabilités. Voilà. Comment mieux gérer et prévenir? On en a parlé plus ou moins tout à l'heure, mais il y a 4 actions. Avec la communication. Il y a 4 actions qu'il faut mettre en exergue. Mais bien évidemment, la communication passe avant tout, c'est-à-dire organiser le système de gestion de sécurité routière et de risque routier en entreprise en communiquant. C'est une action qui implique, vous avez bien constaté, et le conducteur et l'employeur. Il faut vraiment qu'il y ait cette communication permanente. Et quand je dis communication, ce n'est pas lui dire où tu étais. La communication va être tout ce qui est mis en place pour s'assurer qu'on sait où est le véhicule, qu'on sait que le conducteur il est responsable de ce qu'il fait, qu'il est conscient qu'il y a un risque routier et qu'il participe à la gestion de ce risque routier-là. Donc on va mettre en place ce qui est un système de communication aussi pour sensibiliser régulièrement, on l'oublie souvent, mais il faut sensibiliser régulièrement le conducteur. On va mettre aussi en place un système pour gérer les déplacements, et c'est le plus important. On parlait d'embouteillage. Si vous savez que vous avez un travailleur qui doit aller en mission en permanence, il faut définir ensemble avec le travailleur son organisation horaire pour qu'il ne soit pas contraint à piler, à aller plus vite par rapport à des besoins professionnels. Oui. Il faut que l'entreprise organise en son sein les déplacements, les missions, et puis bien évidemment, il faut gérer ses compétences. On ne donne pas n'importe quelle voiture à n'importe qui, peu importe le permis qu'il a. Donc, la gestion des compétences va passer par la visite technique, la visite médicale du conducteur, la visite, je veux dire que
le résumé de ses compétences de conducteur. Et puis, en fin de compte, il faut gérer le parc du véhicule. C'est le plus important. Il faut gérer le parc du véhicule. Et comme c'est votre responsabilité engagée, il faut faire en sorte que les voitures soient toujours en parfait état de marche. Ces 4 éléments sont mis en place. On a un bon système de gestion du risque routier. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très souvent banalisé, très souvent négligé. C'est dommage. Mais grâce à vous et tout ce que vous nous partagez ici comme information, on espère que les organisations et les usagers pourront effectuer les réajustements et d'autres réorganisations qui s'imposent. Merci infiniment, Merci beaucoup, Monsieur Alice. Paul Merci. Arnaud Écou. Et juste derrière, ce sera le cours magistral pour investissement aujourd'hui. Sachez que le marché financier régional repose sur une ossature triptyque, le CREFMEF, la BRVM et le DCBR. Ce sera donc l'occasion pour nous d'aller à la découverte de ces entités, de s'enquérir de ce qui se passe dans le marché financier régional avec notre expert en la matière, M. Guy Abi Noguès, il est expert financier. Ce sera dans quelques secondes. Et oui, le sujet, il est planté. Aujourd'hui, on parle de cette instance suprême de régulation de l'activité financière sur le marché. Avec M. Abigui Noguès, on va essayer de pénétrer dans cette institution et puis savoir ses missions, ses compétences, ses objectifs, bien évidemment, en s'abreuvant à la source de votre savoir. Bonjour, M. Noguès. Bonjour, Alice. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, avant donc d'aller à la découverte de ces institutions-là, donc, comment le Conseil régional régule-t-il l'activité du marché financier? D'accord. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le Conseil régional, c'est vraiment l'autorité de régulation, c'est l'organe de tutelle, c'est le gendarme du marché financier. Le Conseil régional se situe donc au-dessus du lot de tous les acteurs du marché financier et c'est lui qui contrôle, c'est lui qui régule tout le marché financier. En ce qui concerne le Conseil régional, il a trois pouvoirs qui font vraiment, sa force sur le marché. Il a un pouvoir d'habilitation, il a un pouvoir de contrôle et il a également un pouvoir de sanction. Au niveau du pouvoir d'habilitation, c'est le seul organe qui est chargé donc d'habiliter tous les intervenants du marché, y compris la bourse et le dépositaire central, qui sont considérés comme des structures de gestion du marché financier. Il agrée également les sociétés de gestion d'intermédiation et les sociétés de gestion de patrimoine. Ensuite, il délivre des cartes professionnelles pour tout intervenant sur le marché financier. Et puis enfin, il homologue les tarifs financiers de tous les intervenants commerciaux du marché. Ça, c'est au niveau de son pouvoir d'habilitation. Au niveau de son pouvoir de contrôle, il contrôle évidemment donc toutes les activités menées par les intervenants du marché, la bourse, le dépositaire central et les intervenants commerciaux donc, du marché. Et puis enfin, il a un pouvoir de contrôle lorsque il y a une action une opération qui se fait et qui est contraire donc aux règles du marché et qui porte aussi un préjudice notamment à l'intérêt général des épargnants. Le Conseil régional intervient donc en termes de sanctions pécuniaires, disciplinaires et administratives. Il a plusieurs missions et il est doté de beaucoup de compétences bien stratifiées. On va peut-être revenir point par point sur ces différentes prérogatives, notamment habiliter les structures de gestion du marché et agréer les intervenants commerciaux. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne pour le commun des mortels? Alors, dans la pratique, c'est tout simple. Vous savez, les structures de gestion de marché, elles sont au nombre de deux. Vous avez la bourse elle-même, la Bourse régionale des valeurs mobilières, et le dépositaire central, banque de règlement, qui sont en fait deux structures qui sont très liées, qui se retrouvent, sur le même site, et qui ont des activités qui sont vraiment complémentaires l'une de l'autre. Mais avant qu'elles ne commencent à exercer, il faut bien qu'elles soient agréées. Elles sont agréées par qui? Par le Conseil régional. Et le Conseil régional a ce pouvoir d'aller contrôler leurs activités et s'assurer que toutes ces activités qui sont exercées par la bourse et par le dépositaire central, ces activités sont conformes, notamment à la déontologie du marché financier. Donc le Conseil régional, comme je l'ai dit donc, en entrée, c'est vraiment le gendarme, c'est l'autorité de régulation du marché. Et lorsqu'il mène ses activités de contrôle au niveau donc, de la bourse et du dépositaire central. Ensuite, il étend ses activités au niveau donc, des intervenants commerciaux du marché.
Alors, dans son pouvoir de contrôle, on nous dit que le cas échéant, il peut diligenter des enquêtes auprès des actionnaires, des sociétés mères. Il a un pouvoir de contrôle à 100%? Il a un pouvoir de contrôle à 100%. Toute opération, notamment toute opération d'appel public à l'épargne qui est opérée sur le marché financier, doit d'abord recevoir le visa du conseil régional. À partir de là, cela crée des obligations, notamment pour les émetteurs. Cela crée des obligations pour, j'allais dire, les actionnaires de cette société-là. Et si le conseil régional se rend compte que dans le respect de ces obligations, il y a des manquements, notamment de la part donc, de l'émetteur en question, le conseil régional peut intervenir pour sévir. Voilà. Et comment se fait finalement, on va dire, l'investigation quant à la régulation même de l'activité de ces différentes entités que sont la bourse et le dépositaire? Non, le conseil régional est doté en son sein d'inspecteurs. Et ce sont ces inspecteurs-là qui se déplacent notamment dans le locaux de la bourse ou même dans le locaux du dépositaire central et également dans le locaux donc, des intervenants donc, commerciaux pour passer donc, en revue, un peu comme un audit, pour passer donc, en revue toutes les activités qui sont menées par la bourse et par le dépositaire central. Cela marche en exercice ou il y a des fréquences Il y a des fréquences, il y a des fréquences. Il peut aussi également opérer donc, des contrôles inopinés. Et à la suite de cela, il y a un rapport donc, qui est édité. Ce rapport est donc mis à la disposition de l'organe qui a été donc, audité. Et il est ensuite invité, enfin demandé donc à cet organe-là de procéder donc à des corrections avant donc l'édition donc du rapport final. Et lequel rapport final est soumis ensuite et porté à l'attention du Conseil des ministres de l'UEMOA. Voilà, donc bien structuré, donc ce que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. On va passer à une autre entité, la Bourse régionale des valeurs mobilières, donc, depuis 1996. Quelles sont ses missions? Alors, la Bourse régionale des valeurs mobilières, il faut d'abord le savoir, c'est vraiment l'entité qui est, j'allais dire, la plus en vue du marché financier régional. Oui. Sa mission principale, c'est j'allais dire, d'organiser le développement du marché boursier, c'est d'assurer donc la cotation et les négociations de valeurs mobilières sur le marché, et c'est ensuite de faire la promotion du marché boursier. Voilà les missions principales de la Bourse. Alors, lorsque vous allez donc à la bourse vous met en place donc une plateforme à travers donc laquelle vous allez pouvoir donc réaliser vos opérations, j'allais dire boursières. Et ces opérations concernent quoi? Concernent soit l'achat et la vente donc des actions, soit l'achat et la vente donc des obligations, soit l'achat et la vente donc des OPCVM. Voilà ce que fait donc en gros la bourse. J'ai envie de d'aller juste un tout petit peu et revenir sur les quelques sanctions qu'on pourrait ici avoir après un passage du régulateur. C'est quoi les impairs justement qu'on peut détecter et qui feront l'objet de sanctions? Alors, si le régulateur constate que, notamment dans le déroulement de vos activités, vous avez manqué, notamment donc, à la déontologie donc, générale donc, du marché, la sanction peut aller jusqu'à la suspension, pardon, notamment de votre carte professionnelle. Lorsqu'on suspend donc, la carte professionnelle de l'intervenant du marché, alors cet intervenant-là ne peut plus du tout opérer sur le marché financier. Il peut même aller jusqu'à vous poursuivre au niveau donc, de la justice, donc mener donc une action pénale à votre encontre lorsque la faute, comme on appelle, qui s'est passée est une faute très lourde. Et dans ces conditions-là, il vous poursuit donc au niveau de la justice. Une faute lourde, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être des détournements de fonds, ça peut être des opérations qui sont faites notamment à découvert, alors que une opération à découvert n'est pas donc autorisée sur notre marché. Et en ce moment-là, le conseil régional peut donc sévir et vous infliger donc une sanction très lourde. Finalement, de cet état de fait, là, le conseil régional est habilité à vérifier les comptes et les états de toutes ces structures. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Je vous ai dit, quand le conseil régional arrive dans une structure donnée, c'est pour procéder vraiment à un véritable audit de cette structure-là. Et donc, il passe en revue toutes les opérations qui sont faites par la structure. Il passe en revue même vos comptes bancaires. Il va les passer donc en revue pour voir si la plupart des fonds qui sont détenus donc dans vos comptes bancaires correspondent bien aux fonds qui sont donc notamment alloués aux opérations donc du marché, en dehors bien évidemment de vos charges courantes. Voilà, tous les autres fonds qu'on doit trouver donc sur vos comptes sont des fonds dédiés aux opérations du marché et non dédiés à autre chose.
Tout en restant avec le conseil régional, dites-nous quelles sont, comment s'opèrent les relations entre la BAVM et le conseil régional? Mais il y a une relation, j'allais dire, d'autorité. Le conseil régional, c'est vraiment l'autorité du marché. C'est lui qui agrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la BRVM. C'est lui qui agrée donc le dépositaire central. À partir de là, il y a une relation, une relation donc, qui est horizontale et verticale, et l'autorité du marché est donc au-dessus donc de tous les autres acteurs du marché, et tous les autres acteurs du marché reportent directement au conseil régional. Finalement, de toutes ces prérogatives, compétences, et vraiment, on a envie de même qualifier de main ouverte, hein, parce que bon, la capacité de circuler un peu partout, comment se fait-il que des fois, il y ait quelques sanctions qui tombent, émanant bien sûr de quelques imperfections ou mégardes dans le fonctionnement même des structures? Oui, il faut dire que cela est lié quelquefois, donc, notamment à des opérations que veulent faire des intervenants commerciaux qui ne sont pas du tout autorisés, et ce sont des opérations certainement lucratives, et qui sont donc appelés à leur faire gagner beaucoup d'argent. Alors donc ces intervenants commerciaux agissent pour pouvoir donc réaliser ces opérations-là, alors que ces opérations ne sont pas du tout autorisées dans le marché financier régional. Donc à partir de cet instant, le conseil régional ne se reconnaît pas du tout dans cette opération que vous réalisez, et donc est appelé donc à vous sanctionner. Il faut savoir que lorsque vous opérez une opération, par exemple l'opération d'offre publique de vente sur le marché, ou une opération obligataire que vous lancez sur le marché, vous êtes sujet à l'octroi préalable d'un visa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil régional prend le temps d'analyser le dossier que vous lui avez soumis pour la demande donc, de visa, et il donne donc son avis par rapport donc, à ce dossier-là, et vous autorise ensuite, notamment, à aller donc, commercialiser votre opération au niveau donc, de la bourse. Mais si vous n'avez pas le visa, vous ne pouvez donc pas aller réaliser cette opération au niveau de la bourse. Et si vous essayez d'outrepasser notamment l'autorité du marché, il va sans dire que vous vous exposez donc, à des sanctions. Restons sur les conflits. Est-ce que souvent, il n'y a pas de conflits d'ingérence du conseil régional dans le fonctionnement, que ce soit de la BRVM ou même de la DCBR? Non. Les fonctions des uns et des autres sont très claires. Voyez, le conseil régional, par exemple, ne peut pas du tout organiser la cotation, la négociation des valeurs mobilières. Il n'est même pas doté de plateforme pour cela. Voyez, et la bourse, par exemple, ne peut pas du tout, sanctionner, par exemple, un intervenant commercial donc, du marché. Je me demande à quel titre la bourse pourrait le faire. Elle n'est pas du tout habilitée donc, à le faire. Chaque intervenant du marché, chaque structure de gestion du marché a un rôle bien défini, et chacun opère donc, par rapport donc, à ce rôle qui lui est attribué par le marché financier régional. Bien sûr. Alors, petit cas pratique, hein, ou sinon un exemple, vous avez dans votre intervention parlé par exemple d'emprunt obligataire. C'est on va dire un terme qui est un peu connu quand même au niveau financier. Quelle est finalement la sécurité que peut avoir l'usager lambda par rapport à ce type d'action financière, bien sûr en relation avec le régulateur suprême? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'une société décide de lancer par exemple un emprunt obligataire, elle soumet un dossier, notamment à l'octroi du visa du conseil régional. Le conseil régional va passer donc ce dossier donc, en revue. Il faut savoir qu'en son sein, il dispose donc d'analystes financiers. Ils vont donc analyser donc, ce dossier, ils vont le passer donc, en revue. Et s'ils estiment que ce dossier répond notamment donc, à tous les critères financiers, et que ce dossier donc, paraît sans risque parce que ce dossier a la garantie nécessaire, notamment pour protéger donc, les épargnants, en ce moment-là, ils vont donc donner leur visa pour le lancement donc, de cette opération au niveau donc, de la bourse. Mais si le dossier, au niveau du conseil régional, le conseil régional estime que ce dossier ne remplit pas donc, toutes les conditions, notamment les conditions de garantie, en ce moment, le conseil général ne donnera pas de visa et vous ne pourrez donc pas lancer cette opération au niveau donc, de la bourse. Vous voyez que le pouvoir du conseil régional est un pouvoir, très important. Et c'est à l'instar d'ailleurs de toutes les autorités du marché financier à travers le monde entier. Que vous soyez à Paris, que vous soyez donc à New York, le pouvoir notamment du régulateur du marché reste le même. Il faut que le marché soit régulé, il faut que le marché donc respecte toutes les règles qui sont donc édictées, il faut que le marché donc travaille pour la protection, des épargnants de manière donc générale, afin qu'il y ait donc la confiance dans ce marché-là et afin que les investisseurs puissent vraiment s'accaparer du marché et en faire donc leur affaire.
Vous parlez de régulation, on va ajouter un autre mot, sécurisation donc. Tout à Quel fait. type de sécurisation apporte le DCBR à l'ensemble du marché financier? Alors le DCBR, c'est vraiment, j'allais dire, la cheville ouvrière du marché. C'est celui-là même qui vous assure notamment de la transmission et de la circulation donc, des valeurs mobilières sur le marché. Et c'est celui-là même qui opère tous les règlements en espèces qui se font donc sur le marché. Lorsque vous décidez par exemple de vendre des actions ou même d'acheter des actions, le DBCR va s'assurer, notamment au niveau des intervenants commerciaux qui sont concernés donc, par cette opération-là, que les uns et les autres disposent soit de volumes, j'allais dire importants, notamment au niveau donc, des valeurs mobilières qu'ils veulent vendre ou qui veulent vendre, et il va s'assurer d'un autre côté que l'intervenant commercial qui veut donc acheter ces valeurs mobilières dispose suffisamment donc, de revenus pour pouvoir donc opérer donc, cette opération. Il y a un élément important, le marché ne fonctionne pas à crédit. Vous voyez, le marché ne fonctionne pas à crédit. Vous ne pouvez pas, mettons, dire que je veux acheter donc, une action donnée ou un titre obligataire donné et que je paierai dans 7 jours. Non. Même là-bas, on ne prête pas qu'aux riches. C'est un marché qui fonctionne au comptant, c'est un marché qui est décentralisé et le système de cotation, notamment sur la bourse, est un système de cotation en continu. Donc à tout moment, de 9h, je crois, à 16h, je crois, vous pouvez donc intervenir à partir de votre plateforme, de votre bureau, vous pouvez intervenir donc, sur le marché boursier, soit pour acheter, soit pour vendre donc, les titres que vous voulez, sur lesquels vous voulez donc transiger. En tout cas, c'est plusieurs entités comme ça qui régulent le marché financier. Vous avez parlé aussi des conseils régionaux, internationaux. Quelle est l'interrelation que ces différents conseils-là ont finalement entre eux? En fait, j'ai plutôt parlé des antennes nationales donc de la bourse, les ANB comme on dit. Vous savez, la bourse elle-même, elle est implantée ici à Abidjan, à la rue des Banques. Elle est implantée, le conseil régional est également aussi à la rue des Banques. C'est pour cela, la fois dernière, je me suis amusé à dire que c'était notre Wall Street local. Voilà. Alors, lorsque la bourse elle-même, vous savez que c'est une bourse qui est communautaire, elle est commune à l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Donc pour assurer la représentativité de la bourse dans les autres pays de l'UEMOA, il a été décidé, notamment le Conseil des ministres de l'UEMOA a décidé qu'il y ait des antennes nationales dans chaque pays. Et donc ces antennes nationales-là représentent donc, j'allais dire, la bourse dans chaque pays donné et permettent notamment aux intervenants commerciaux de ces pays-là de pouvoir donc transiger aussi en toute quiétude à partir donc de ces antennes nationales. Ça, c'était donc dans les débuts donc, de la bourse. Mais si vous avez des difficultés aujourd'hui, par exemple, relationnelles avec la bourse, vous pouvez directement vous adresser donc à votre antenne nationale qui, elle, est habilitée donc à vous recevoir et à régler donc tous les problèmes localement. Oui, j'allais même vous demander, hein, pour les populations, pour les entreprises, pour toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de dire, qui s'avère tellement intéressant, comment est-ce qu'on peut se sentir concerné ou comment avoir quelques informations sur cet écosystème-là que nous sommes en train de détailler aujourd'hui? Alors, pour avoir toutes les informations relatives au marché financier régional, il faut s'adresser donc aux antennes nationales de la bourse. Ces antennes nationales disposent donc de toutes les informations donc, requises et portant donc, sur le fonctionnement du marché financier régional. Elles vous donneront par exemple la liste de tous les intervenants commerciaux qui ont été donc agréés et qui opèrent donc dans les différents pays donc, de l'UEMOA. Elles vous donneront également donc, la liste de toutes les sociétés qui sont donc, inscrites donc, à la cote, aussi bien au niveau donc, du compartiment donc, action et du compartiment donc, obligataire. Et à partir de là, vous pouvez donc entrer en contact avec les intervenants commerciaux pour pouvoir notamment commencer donc, à transiger. Et on sait que ces marchés-là ne sont pas fermés hein, quand on voit les nomenclatures, sinon le visage même des différentes économies. Quand on parle de conseil régional, c'est sûr que l'action est géolocalisée et circonscrite. Tout à fait. Finalement, quelle est l'intercorrélation avec l'extérieur, hormis le périmètre? Comment ça se passe? Puisque c'est quand même, on va dire, des actions financières qui peuvent aller au-delà du périmètre aussi. Oui, il faut savoir que le conseil régional, c'est vrai, c'est certes, comment dirais-je, une entité qui est propre aux 8 pays de l'UEMOA, mais le conseil régional a des actions avec toutes les grandes autorités financières du monde entier. Puisque vous avez des investisseurs du monde entier qui transigent, qui interviennent sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Et pour ce faire, quand elles décident, par exemple, d'intervenir,
notamment quand ces investisseurs-là décident d'intervenir, ils sont obligés de passer par qui? Par ces courtiers donc, locaux, notamment les sociétés de gestion d'intermédiation, pour pouvoir donc intervenir donc, au niveau de la bourse. Mais là encore, toute opération qui va être faite par notamment ces investisseurs internationaux via nos courtiers donc, locaux, ce sont des opérations sur lesquelles le conseil régional a un regard et va s'assurer que tout cela respecte donc la déontologie générale du marché. Et un regard qui va nous permettre d'éviter d'avoir quelques risques. On revient encore avec ce mot-là. Quels sont ces risques que l'on pourrait rencontrer? Alors, les risques qu'on pourrait rencontrer donc, sur le marché, ce sont des risques qui pourraient, j'allais dire, comment dirais-je, entrevoir le bon fonctionnement du marché financier régional. Vous savez que le marché financier régional est régi par un certain nombre de règles, par un certain nombre de critères. Lorsque vous avez un seul élément qui est perturbé, notamment dans la gestion du marché financier régional, le conseil régional intervient tout de suite pour pouvoir donc réguler et mettre de l'ordre dans ce qui pourrait donc se passer. C'est pour cela que le regard qu'il porte à la fois sur les structures de gestion du marché, que sont la bourse, le conseil régional va s'assurer que la bourse met effectivement donc sa plateforme à la disposition de tous les intervenants commerciaux, à la disposition de tous les investisseurs donc, dans notre zone, pour que toutes les opérations qui se passent aussi bien sur le marché des actions, le comportement des actions et sur le comportement des obligations, respectent notamment la déontologie donc, du marché. C'est d'une part. D'autre part, le conseil régional va également donc s'assurer que le dépositaire central lui-même, qui est l'organe qui centralise toutes comment je pourrais dire, toutes les actions, tous les titres notamment des valeurs mobilières sur le marché, parce que c'est le seul organe qui peut vous dire, oui, telle société détient, je dis n'importe quoi, 1000 actions d'une société X, 1000 obligations d'une autre société Y, c'est la seule entité qui peut vous le dire. Vous voyez? Et si cette entité-là, notamment, ne fonctionne pas de manière donc, très bien, parce qu'il y a une dérégulation à son niveau, il va s'en dire que tout le système qui a été mis en place se trouvera donc perturbé. C'est pour cela qu'il est important que chaque entité reste notamment donc, dans son rôle et que chaque entité puisse effectivement donc, opérer en fonction donc, de tous les critères de fonctionnement, tous les critères, donc j'allais dire, de stabilité, de sécurisation qui ont été par exemple, définis sur le marché, afin que le marché ait toujours un bon fonctionnement et surtout un très bon rayonnement. Le gardien du temple. C'est le gardien vraiment du temple. Et en fonction de tous ces indicateurs-là, finalement, au-delà même de son rôle de régulateur, est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect, on va dire, pas de juge en tant que tel, parce qu'il ne faut pas aussi se mettre en léthargie. Il y a des classements après qui interviennent au niveau peut-être international, voire mondial. Toute entreprise a pour but d'évoluer et bien sûr de performer. Quand il y a des performances, est-ce qu'il y a des récompenses? En ce qui concerne l'autorité de régulation, non. Il ne s'oppose pas du tout en juge ou en arbitre de tout ce qui se passe sur le marché. Il reste neutre, il est au-dessus donc de la mêlée. La bourse elle-même organise en son sein une série donc de récompenses pour notamment fêter par exemple les meilleurs intervenants commerciaux, les meilleurs émetteurs. Ça, c'est une activité qui est propre à la bourse et le conseil régional à la limite ne se sent pas du tout concerné parce qu'il s'est fait donc au niveau donc de la bourse. La bourse a décidé de le faire. Bon, c'est une activité pour notamment donc créer donc de la stimulation donc, sur le marché et le conseil régional n'est pas du tout concerné donc, par cela. Voilà, c'est vraiment l'organe neutre du marché, c'est l'organe qui reste au-dessus de toute la mêlée et qui régule et qui contrôle tous les intervenants du marché financier. Organisation et fonctionnement du marché financier régional, qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez trois grosses entités sur le marché. Vous avez donc l'autorité tutelle, qui est le conseil régional, qui s'assure que tous les intervenants, notamment, sont agréés et qui fonctionnent donc, normalement donc, sur le marché. Vous avez une bourse qui, elle, met en place donc, tous les moyens, notamment pour pouvoir donc, transiger sur le marché, faire toutes vos opérations de transactions sur les valeurs mobilières. Et puis ensuite, vous avez un dépositaire central qui, lui, assure notamment le bon fonctionnement du marché en permettant donc au titre de circuler d'un intervenant commercial à un autre, en opérant donc tous les règlements qui doivent être faits sur le marché, et c'est celui-là même qui est le garant final, j'allais dire, du bon déroulement du marché financier régional.
Et dès lors que les choses sont ainsi expliquées et régulées, l'usager lambda, finalement, se retrouve où dans ce système? L'usager lambda se retrouve très bien dans tout ce système parce qu'il se rend bien compte qu'il a un système qui est fortement donc, régulé, il a un système qui est fortement donc, encadré, et lui, son interlocuteur principal par rapport donc, à tout cet ensemble d'intervenants, ce sont donc les sociétés de gestion d'intermédiation et les sociétés de gestion de portefeuille. Merci beaucoup à M. Guy Abi Nogues. On rappelle qu'il est expert financier avec lui aujourd'hui, organisation et fonctionnement du marché financier. On espère que vous avez pris bonne note. Voilà. Et puis, on espère aussi que vous avez beaucoup appris sur le marché financier régional et sur le CREPMEF et aussi la DCBR. Allez, Alix, on a terminé. Tout à fait. C'est fini pour aujourd'hui. On se reverra demain. Égrenons tout doucement le chapelet de cette saison jusqu'à son terme. Il n'en reste pas beaucoup. Restons assidus. À demain.